10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, celle-là, elle valait la peine de se lever tôt un dimanche matin, parce qu'on y est, Paris-Barça, un classique de la Ligue des Champions. Demain, on analysera les autres rencontres de ces quarts de finale de Champions, mais en attendant, Paris-Barça, peut-être le choc qui a défini notre époque. Je pense que si j'étais un historien du foot, je fixerais le point de départ de l'ère moderne, entre guillemets, au 8 mars 2017. Parce que depuis cette remontada, le foot a changé, il y a presque plus de matchs allés qui plient d'emblée des doubles confrontations, tout est devenu possible, et à Rome, à Anfield, au Santiago Bernabéu, ailleurs, on a vécu saison après saison des folies qui portent la marque de ce soir-là. Et toutes ces ramifications vont plus loin que le terrain aussi, que le rectangle vert. On peut facilement argumenter que c'est la remontada qui a précipité le transfert de Neymar 3 mois plus tard. Un séisme qui a déclenché l'incendie de la crise économique du Barça, qui panique derrière, tente de se renforcer en achetant Coutinho 135 millions, Ousmane Dembélé pour la même somme, Paulinho 40, Semedo 35. L'année d'après, c'est pas beaucoup mieux, avec un Malcolm, Clément Lenglet, les deux ensemble quasiment 80 millions d'euros, Antoine Griezmann aussi pour 120, une succession de flops et une avalanche de pertes qui a finalement conduit à l'impensable, de voir se séparer Lionel Messi contre son gré, perdre le plus grand joueur de l'histoire, enfant de Barcelone, pour des raisons purement comptables, et le voir filer à Paris. Voilà, PSG-Barça, c'est plus qu'un match de foot, c'est un opéra. C'est peut-être la grande œuvre dramatique de notre ère footballistique. Et on en a un nouvel acte cette semaine, avec du public cette fois, pas comme en 2021, où le Paris Saint-Germain s'était déjà en bonne partie vengé, et avec 3 rescapés de 2017. 3 seulement. Marquinhos, à voir s'il jouera cette semaine, Sergi Roberto, et pour ajouter encore davantage de saveur, Luis Enrique, mais sur le banc d'en face, cette fois-ci. Alors cette fois, sur ce quart de finale, le PSG est légèrement favori. Pour le match aller, mercredi soir, ils sont cotés à 1,96, ça a grimpé depuis ce matin, c'était à 1,92, 1,96 désormais, Barça à 3,55. Je vous donne mon prono en fin de vidéo, mais ils sont aussi légèrement favoris sur la double confrontation. Si on doit situer un petit peu le rapport de force avant le match aller, 1,70 pour Paris, 2,05. Pour le Barça, c'est très serré, comme le sont d'ailleurs ces 4 quarts de finale. Paris-Barça, Arsenal, Bayern aussi, Atleti Dortmund, Real City. Quelle semaine on va vivre au Parc des Princes, donc, qui va remporter cette première manche. Le prono est en fin de vidéo, mais si vous voulez y accéder directement, que vous manquez de temps, ce que je peux totalement comprendre, je mets le timecode en description, ce sera sur la barre de visionnage, vous pouvez y aller tout de suite. Mais de notre côté, on va commencer par parler un petit peu du Barça, qui va mieux récemment. Le champion d'Espagne en titre, si solide en 2022-2023, a fait un début de saison 23-24 pénible, qui a même conduit Xavi a annoncé qu'il ne resterait pas. La période de fête, janvier aussi, c'était un peu costaud en Catalogne. Depuis, ça va mieux. Le Barça, ok, est toujours à 8 points d'un Real Madrid qui normalement devrait prendre le titre sans trop de problèmes. Il reste un Classico dans 2 semaines, Classico à Madrid. Bon, ça semble être une avance suffisamment conséquente quand même, je pense. Mais le truc, c'est que le Barça est sur une vraie bonne série. Ils sont sur 11 matchs consécutifs sans défaite. C'est une équipe qui en prenait 4 contre le Real Madrid mi-janvier, 4 contre Bilbao aussi, 5 à la maison contre Villarreal. À ce moment-là, le Barça semblait totalement à la dérive. Bah, cette équipe-là, cette même équipe, a un petit peu retrouvé ses fondements défensifs de la saison passée et n'a encaissé qu'un seul petit but contre le Napoli sur ses 6 dernières rencontres. Ça va mieux derrière, et dans le lot, il y a un très beau 0-3 contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, au Metropolitano. Il y a une qualification acquise donc contre le Napoli, franchement, nettement méritée. On avait analysé les 2 matchs sur la chaîne, rien à dire, le Barça avait même produit quelques belles séquences de jeu. C'est des succès qui portent la marque de la nouvelle génération. Ça aussi, c'est sans doute raison d'être optimiste côté barcelonais. Koubarsi en défense centrale à 17 ans, avait été excellent contre Osimhen, l'avait mis dans sa poche. Superbe match pour sa première en Champions League. Moi j'aime beaucoup le petit Fermin Lopez, comme j'en parle depuis un moment. Et bon, sur l'aile droite, il y a le Golden Boy, 16 ans, joueur le plus jeune de l'histoire de la Champions League, Lamine Yamal, qui fait des ravages. Quel 11 présentera le Barça contre le Paris Saint-Germain? On a déjà commencé à dessiner une petite ossature, je suis moins certain. La titularisation de Fermin Lopez, il y a pas mal de doutes dans l'entrejeu. Ter Stegen sera dans les buts. La mauvaise passe défensive du Barça coïncidait aussi avec son absence. Ter Stegen, c'est du solide, on l'a vu à nouveau contre l'Atleti. Bon, un des meilleurs gardiens d'Europe, la saison dernière il avait été excellent, peut-être le meilleur joueur du Barça, peut-être. Et dans l'ensemble, le secteur défensif catalan, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Baldé est out, blessé jusqu'à la fin de saison, donc Cancelo, Araujo et Koundé complètent la ligne de 4. Petit doute peut-être aussi sur la position de Jules Koundé. Régulièrement sur les dernières saisons, surtout contre Vinicius, un truc qu'on voit beaucoup, Araujo a tendance à prendre le couloir droit, remettre Koundé en défense centrale, avoir un petit peu la vitesse, la qualité en 1 contre 1 d'Araujo. Peut-être ça, c'est la petite interrogation sur la ligne de 4 barcelonaise, mais normalement, on a ça.
Devant, il y a peut-être un petit peu moins de doute aussi. J'imagine Rafinha, qui en ce moment est pas trop mal, marqué contre Las Palmas, vit pas sa pire période avec le Barça. Lewandowski a retrouvé un petit peu de punch aussi quand même, buteur à l'aller et au retour contre Naples. Je crois qu'il est sur 1 but et 3 passes décisives sur ses 3 derniers matchs de Liga. Au milieu, c'est un petit peu plus funky. Gundo sera là, ça c'est sûr. Mais sinon, Pedri a eu des problèmes aux ischios un petit peu toute la saison et a raté le dernier mois de compète. Pareil pour Frenkie de Jong, qui n'a pas joué depuis un mois, et Christensen a raté les 3 dernières semaines. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, les 3 sont de retour à l'entraînement. Pedri, Frenkie, Christensen. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ressemblera le milieu du Barça contre le Paris Saint-Germain. À part Gundo, les 2 autres pour moi, vrai point d'interrogation. Si je devais absolument dire comme ça, peut-être Christensen. Et ensuite, ça peut être Fermin. Ça peut être Frenkie. Pedri, j'ai beaucoup plus de mal à l'envisager. Je pense qu'il ne peut pas revenir tout de suite. Sinon, il y a Sergio Roberto qui est présent. Peut-être qu'il offre l'avantage de pouvoir former le double pivot aux côtés de Christensen pour avoir un Gundo plus haut. Parce que, bon, de fait, le Barça, c'est plus du 3-2-5 en phase de possession, avec le milieu en boîte qu'on connaît bien. Il y a un intérieur ici. Cancelo qui prend la ligne. Les 5 couloirs de jeu qui sont occupés ici, sur la deuxième moitié de terrain. Si tu mets un Fermin Lopez, par exemple, à la place de Sergio Roberto, qui a pas mal joué récemment, je crois que Gundo serait plus bas, dans une position où il a un petit peu moins d'efficacité pour mettre Fermin intérieur. C'est par exemple ce qu'on avait vu contre le Napoli au match retour, où il me semble que c'était exactement ce même choix d'homme, mais du coup avec Fermin beaucoup plus haut que Gundo. Est-ce que c'est la bonne solution? À quoi ressemblera exactement ce Barça? Il y a quelques bruits de couloir sur une présence de Vitor Roque. En général, je trouve toutes les informations sur le Barça sont assez peu fiables. Avant l'annonce de la compo, c'est dur de savoir quoi que ce soit. Et ces matchs de Ligue des Champions en plus, ces quarts de finale, là, aller, etc., se prêtent vachement à des ajustements tactiques. On peut avoir de vraies surprises. Mais voilà ce que je peux dire pour le Barça à 3 jours du choc. Aussi ce qu'on peut ajouter, eux n'ont pas joué depuis 1 semaine et demie. Comme c'était finale de Coupe du Roi hier soir, pas de rencontre de Liga depuis Las Palmas samedi dernier. J'avais pu mettre un petit peu tout le monde au frigo. Donc ils arrivent assez frais. 10 jours de repos avant le déplacement au Parc des Princes. Alors Paris maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Paris Saint-Germain? C'est d'abord qu'eux aussi arrivent assez frais relativement. Il y avait eu ce match en milieu de semaine contre Rennes, mais samedi contre Clermont, Luis Enrique a reposé tout le monde. D'ailleurs avec cette équipe, on peut deviner relativement bien, par transparence entre guillemets, le 11 titulaire contre le Barça. Mais Tena c'était dans les buts, Danilo Pereira, Skriniar, Zagué, Mukiele à la ligne de 4, Asensio, Ugarte, Soler au milieu, Mayulu, Gonzalo Ramos qui a marqué encore un but pour lui. Il est pas mal en ce moment. Et Kolo Muani malheureusement très mauvais match sur l'aile droite. Comme le Barça, donc Paris a pu faire souffler un petit peu plus ses hommes. Et comme le Barça, Paris ne perd pas beaucoup en ce moment. C'est une litote, ils sont sur 27 matchs consécutifs sans défaite depuis le revers à San Siro contre l'AC Milan, début novembre. 27 matchs d'affilée sans perdre. En 2024, les voyants sont vraiment ouverts. Il y a eu ce succès contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome, 2-6 contre Montpellier, une qualification pour la finale de Coupe de France, mais surtout, 2 très bons matchs contre la Real Sociedad. Ils n'ont pas tremblé, des victoires aller et retour, en ayant sué peut-être une mi-temps à l'aller au tout début. Et puis après, je trouvais ça très costaud. J'ai trouvé le Paris Saint-Germain bon à la pression, notamment au Pays Basque, dans la moitié de terrain adverse. Real Sociedad avait beaucoup de mal à sortir de l'étreinte parisienne, ça m'avait vraiment plu. Et ce Paris Saint-Germain de février-mars a aussi, je vais dire, ajouté 2 armes tactiques qui pourraient être très pertinentes contre le Barça. La première, Ousmane Dembélé, en 10, dans un rôle assez particulier, sous les attaquants, plein axe. Un joueur qu'on imaginait beaucoup plus collé long de ligne, son association avec Hakimi, elle faisait très mal en début de saison, c'était quelque chose de réussi à Paris, mais en décrochage, attaquer les poches d'espace, mais aussi comme sur cette phase par exemple, faciliter la sortie du premier tiers en attirant un joueur de pression qui vient sur Dembélé, et derrière il y a un espace qui s'ouvre pour ce petit ballon intérieur d'Hakimi. Le Paris Saint-Germain fait ça très bien, l'a très bien fait contre la Real Sociedad. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et ça c'est quelque chose que le PSG a désormais dans son arsenal, que j'imagine, si je suis honnête, voir reproduit contre le Barça mercredi soir. Mais on verra, on va en reparler. La deuxième arme tactique que Paris n'avait pas avant, et là c'est pas mal, Beraldo, sa qualité de pied, pour faire face à la pression, un secteur dans lequel Paris était un petit peu défaillant, quand on pense par exemple Donnarumma, même si ça va mieux pour lui Donnarumma, il y a des moments difficiles, mais Beraldo, avec son pied gauche, réussit à trouver des passes très pertinentes, qui permet à Paris, quand il est attaqué, de se déployer avec beaucoup de verticalité. C'est une équipe que je trouve vachement dynamique dans ses attaques, ça va d'un bout à l'autre du terrain en 10 secondes. Le rôle de Beraldo là-dedans, pas du tout à sous-estimer, et à moins d'une adaptation de dernière minute, je pense que ce serait assez logique de le retrouver titulaire au Parc des Princes mercredi, avec bien sûr Donnarumma dans les buts, ça pose pas de question. Un gros problème peut-être, c'est la suspension d'Hakimi, qui a pris un carton jaune, accumulation de cartons jaunes avec notamment match retour contre la Real Sociedad, lui est out. Kimpembe aussi, bon ça on le sait depuis un moment, c'est les 2 absents, mais sinon par exemple Barcola est de retour. Je m'attends peut-être à le voir démarrer contre le Barça, pour l'instant on va le laisser ici titulaire. Mais Hakimi, l'absence d'Hakimi, ça pose déjà une question, comment est-ce qu'on compose cette ligne de 4 ?
Contre la Real Sociedad, bien sûr, il était positionné ici. Lucas Hernandez, gaucher, était titularisé en tant que défenseur central droit. Il n'y avait pas de Marquinhos. Et à gauche, la très bonne nouvelle, c'était le retour de Nuno Mendes, qui était même pas dans le groupe contre Clermont. Donc peut-être volonté de le préserver au maximum. J'espère qu'il n'y a pas de petite rechute. On sait à quel point musculairement il est devenu fragile. Le Paris Saint-Germain a vraiment besoin de Nuno Mendes. En l'absence d'Hakimi, si tu n'as plus aucun latéral de largeur, c'est un vrai souci. Déjà, je ne sais pas exactement par qui on le remplace, Hakimi, parce que Mukiele a vraiment pas la faveur de Luis Enrique. Sa titularisation hier contre Clermont est assez éloquente à ce sujet. Je doute qu'on le voit d'emblée. Qui est-ce qu'on met à la place en tant que latéral droit? Plusieurs options. Marquinhos. Pourquoi pas dans l'idée de faire comme en début de saison ce 3-2-5 aussi, un petit peu un système symétrique à celui de Xavi, où c'était Hakimi qui était vraiment le pourvoyeur de largeur sur le côté, cette fois symétrique, Nuno Mendes et les 3 centraux, quelque chose comme ça, Beraldo, Hernandez, Marquinhos, peut-être quelque chose comme ça. Sinon, il n'y a pas de très bonne option. Peut-être, j'aime pas beaucoup ça, Zahir Emery, latéral droit. Un peu de projection, mais c'est pas vraiment son poste. En plus, en ce moment, physiquement, peut-être un petit peu de mal avec la répétition des matchs. Je le mettrais plutôt en tant que relayeur, comme d'habitude. Et Marquinhos, peut-être à droite. Sinon, dans l'entrejeu, je pense que le reste, il n'y a pas trop de doute avec Fabian Ruiz, qui a retrouvé un petit peu de qualité récemment. Et Vitinha, qui est peut-être le meilleur parisien des dernières semaines. Lui, qui est devenu très important. Mais comme on l'a dit, au Paris Saint-Germain, il y a une nouvelle donne tactique, avec désormais Ousmane Dembélé très souvent axial. Et je pense dans une position qui pourrait faire très mal. Un Barça qui a beaucoup d'interrogations dans cette zone, qui sera peut-être un petit peu friable au milieu. Devant la défense, il n'y a pas de super option pour l'instant avec des gars qui n'ont pas joué de match depuis un moment. Peut-être que Dembélé peut faire des ravages dans cette position. Donc voilà, on s'achemine peut-être vers quelque chose d'un petit peu plus losange, comme ce qu'on a vu contre la Real Sociedad, mais encore une fois, les ajustements tactiques propres à la Ligue des Champions, Luis Enrique contre Xavi, capable de surprise et d'improvisation de dernière minute. La qualité sous pression du Paris Saint-Germain va être cruciale. Et puis bien sûr, le facteur X, c'est l'évidence, mais il faut le dire, Kylian Mbappé, 24 buts en 26 matchs de Ligue 1 et surtout en Champions, 6 réalisations en 8 journées, ça fait de lui le co-meilleur buteur de cette édition de la Champions, en bonne compagnie d'Erling Haaland, Harry Kane et Antoine Griezmann, a marqué dans tous les matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, à la maison. C'est le cas contre Dortmund, contre l'AC Milan, contre Newcastle, contre la Real Sociedad, et un doublé donc au Pays Basque. Lui, le fossoyeur de la Real Sociedad, sans doute futur madrilène, face au Barça, contre lequel il avait brillé il y a 3 ans, sera une immense menace. Et son duel avec Jules Koundé, de partenaire en équipe de France, me fait un peu saliver. Ça va être une des histoires de ce match. Ah les gars, j'ai trop hâte, ça va être absolument génial. Mon prono donc pour cette première manche, comme on l'a dit, le Paris Saint-Germain est coté à 1,96, ça augmente, le match nul à 3,80, le Barça à 3,55, Mbappé buteur c'est à 2,05. Toutes ces codes bien sûr sont celles que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire. Vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, celle qu'on a montée ensemble, l'offre spéciale Winamax Willou, avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il se retrouve instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi 10 € en cash. Donc si vous vous inscrivez et que vous faites le dépôt minimum qui est 15 €, ces 15 deviennent tout de suite 40. 15 x 2 plus 10, 40 € avec lesquels vous pouvez parier sur ce match. Tout ça, comme vous le savez, c'est accessible avec le lien en description, un lien qui, en plus de débloquer le bonus, me rémunère à chaque utilisation. Chaque fois que quelqu'un clique sur le lien, fait un premier dépôt, je touche une commission, modèle classique de l'affiliation. Ça aide toujours la chaîne. Si vous avez prévu de parier sur ce match, sur les quarts de finale de Champions, n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant, mais bien sûr, si vous le faites, c'est interdit aux mineurs, comme vous le voyez ici, soyez responsable, pas besoin de miser de grosses sommes, et je vais dire de miser tout court, pour kiffer ces quarts de finale de Champions qui vont être absolument énormes. Alors la physionomie que j'imagine, c'est déjà une entame très forte, pied au plancher. On pourrait s'attendre à des équipes de possession qui contrôlent un petit peu le tempo, etc. Moi, je vois le Barça essayer de rentrer tout de suite dans le PSG. L'entame de match qu'ils avaient fait contre Naples, que ce soit à l'aller, mais aussi au retour, mène 2-0 au bout de 20 minutes, c'était superbe, il y avait de la pression dans tous les sens. Honnêtement, ce Barça peut attaquer les matchs très vite, très fort. Un peu fragile mentalement. Après le 2-1 contre Naples, je me souviens d'une équipe qui, malgré le fait qu'ils avaient bien dominé les débats, avait vraiment flanché et perdu un petit peu le contrôle de la partie. Mais ouais, au Parc des Princes, je vois ce Barça qui est sur une bonne série, qui vient de mettre 0-3 contre l'Atleti à Madrid, marquer le premier but. C'est coté à 2,15. Maintenant, je trouve que Paris a montré pas mal de ressources aussi cette saison. Une capacité à rebondir dans les moments difficiles. En seconde période, égalisation d'Ousmane Dembélé dans une zone où il aura, je pense, pas mal de liberté, de possibilités. Lui, il marque très peu, ça nous donne une cote assez élevée qui est à 4,70. Donc je vais dire égalisation du Paris Saint-Germain via Ousmane Dembélé. Et le dernier but du match, marqué par Kylian Mbappé. Il est à 2,05 en tant que buteur sec. Honnêtement, c'est assez attractif. Et je vais dire même dernier buteur à 4,10. Tout ça donc avec pour résultat une victoire du Paris Saint-Germain à 1,96 sur le score de 2-1 qui est coté à 7,50, qui il me semble est le résultat le plus probable, la cote la plus basse en tout cas. La deuxième la plus basse pour info c'est 1-0 pour le PSG et ensuite la troisième c'est 2-0 à 9. Je vais dire une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain
Si on regarde le My Match que propose Winamax, le plus joué, c'est effectivement PSG et les deux équipes marquent, qui est coté à 3,30. A l'inverse, Barça et les deux équipes marquent, c'est 5,20. Des cotes très très élevées dans un match qui est extrêmement serré et qui va être génial, que j'ai tellement hâte de voir. Les 10 prochains jours, la quart de finale aller, quart de finale retour, ça fait partie des plus belles semaines de l'année. Je pense à ce moment depuis bien longtemps. Ça va être génial et on aura les débriefs donc de ce match juste après le coup de sifflet final, mercredi soir vers minuit, comme vous en avez l'habitude. Je pense que cette semaine, on est parti sur 8-9 vidéos encore. Comme vous le savez les potes, on embarque sur une fin de saison avec un programme assez chargé sur la chaîne. Je pense quasiment une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'Euro. Et parfois des jours à 2 vidéos. Donc voilà, comme ça c'est clair. Le mode fin de saison est activé. J'ai hâte de vivre tout ça avec vous. Si vous voulez m'envoyer un petit peu de soutien de force dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de lire ça. Et ouais, je crois que... Bon, j'ai l'énergie, franchement, c'était cool de se lever là, même un dimanche, ça fait kiffer. Pas si difficile que ça de trouver la flamme, vu les événements qui nous attendent. Les amis, 3 d'y être, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, une bonne fin de dimanche d'abord, et on se dit à demain. Bisous.